Cela fait quelques heures que le soleil est couché. Et on peut voir dans une des grandes artères de la ville de Prague deux personnes qui s'avancent, deux cavaliers. L'un est un chevalier croisé qui est revenu au pays. Et l'autre est un homme d'une quarantaine d'années, une barbe fournie, plutôt trapu, large d'épaule, vêtu de fourrure, par-dessus une robe assez simple. Il a juste un colifichet, une ceinture argentée, une bague ou deux au doigt, mais il paraît assez rustre. Durant ce trajet, les deux hommes s'échangent des conseils, comment se tenir à une cour de prince. Le fait que ce soit un Élyséeum, là où vous vous rendez, c'est ce qu'on appelle un sanctuaire, pas dans le sens culte ou sacré du terme. Un Élyséeum, c'est une terre neutre où chaque Kainite, chaque vampire peut s'entretenir avec d'autres sans se soucier pour sa sécurité, puisque tout combat ou toute violence est interdite, toute utilisation de pouvoir est proscrit. C'est là que officie le prince et qu'il administre sa cour de sang. Sergueï Romanov, c'est le nom de cet homme barbu et recouvert de fourrure. Je fais quelques points sur l'étiquette à tenir. Le prince a un aspect jeune, mais il a vécu plusieurs vies d'homme. Il fait partie du clan Ventru, le clan des sangs bleus. Il apprécie le pouvoir. Il apprécie aussi voir son autorité respectée. Il en use, mais parfois il en abuse. La flatterie fonctionne relativement bien avec lui. Après quoi, je pense que votre passé et vos faits d'armes vont aller dans un bon sens, puisque le prince et Eric, le chef du clan Gangrel, ne s'apprécient pas trop. L'un profite à l'autre. Maintenant, il est vrai que Eric n'a pas vraiment besoin de l'autorisation du prince pour créer de nouveaux vampires, pour infanter. Je vous ai fait part aussi de mes doutes quant à lui annoncer que nous n'arrivons pas à retrouver Eric. Je ne sais pas si c'est une bonne chose de lui dire. Il pourrait en profiter. La cour de sang est vraiment un endroit de jeu de dupes et de complot. Et si jamais il me pose une question sur Eric, comment il va, où est-ce qu'il est, est-ce qu'il compte le voir, je lui réponds quoi au prince? Moi, je ne pense pas que le prince s'accommode de la présence d'Eric. Donc s'il ne le met pas sur le tapis, j'évite de le mettre, quoi. Je pense qu'il serait sage, effectivement, d'éviter le sujet. Après, nous ne sommes pas à l'abri d'une perfidie de l'un de ses sbires. Le prince n'est pas seul. Outre le fait qu'il soit entouré de ses propres enfants qu'il a mis à la tête de différentes responsabilités, il y a les représentantes du clan Toréador, des vampires très axés sur l'art, les artistes. Ils adorent les mortels. Ils mettent le rang d'art bien au-dessus de tout autre. Et elles font, puisque à ma connaissance il n'y a que peu d'hommes dans leur clan, enfin du moins à Prague, il y a beaucoup de femmes toréadors, mais elles sont très sournoises, courtisanes. Surprenant. J'avoue que Milena m'a raconté quelques anecdotes sur certains clans, mais j'avoue qu'un clan comme ça, je suis surpris, je m'attendais pas à cela. Le clan Toréador, c'est le clan de la rose. Chacun d'eux apprécie grandement la beauté, leur propre beauté, bien souvent. Ils sont charmants, ils ont une très belle apparence,
Mais n'oubliez jamais ils ne sont pas que beauté. Ils sont aussi rapides que le vent et savent plier les volontés de ceux qui s'opposent à eux. Le plus important, c'est qu'ils ont parfois la capacité de regarder dans votre âme. Ah, intéressante capacité. Mais ce qu'il faut, en fin de compte, se méfier de tout le monde à la cour de sang. Oui, j'avais l'impression. J'avoue avoir du mal. Et je ne fais pas partie de la haute noblesse. Malgré que j'ai servi le baron pendant quelque temps, je n'ai eu affaire que très peu avec l'aristocratie. Est-ce que vous êtes vous-même, d'après ce que vous m'avez dit, l'un des nôtres depuis très peu de temps? En effet. Mais j'ai plus d'années de mortel que vous, ou que Madame la Baronne, mais j'ai rejoint les enfants de la nuit que récemment. Et vous étiez déjà chambellan avant de... Tout à fait. Et il y a beaucoup de différences entre chambellan humain et chambellan vampire, à part les horaires de travail? Le travail d'un chambellan vise à que le foyer soit bien ordonné, le domaine en sécurité, et que tout aille pour le mieux. Que ce soit dans le monde de la nuit ou parmi les mortels. Même le prince a un chambellan. Mais celui-ci le seconde, parfois même, tente, à mon avis, de lui ravir quelques brides de pouvoir. Et quand le prince s'absente, c'est son chambellan qui préside la cour de sang. Ah, oui, quand même. Il atteint un certain pouvoir, ce chambellan. Tout à fait. J'ai même entendu dire qu'il contrôlait même la guilde des commerçants. J'en apprends vraiment de minute en minute. Je pense que je vais mettre du temps à enregistrer tout ça et à tout me souvenir. Ah, vous savez, même si je fréquente la cour de sang, il y a encore plein de secrets que j'ignore. Et il y a des secrets que j'aurais aimé ne pas connaître. Ah. Nous arrivons en vue du château de Prague. Je vous laisse passer devant, vous connaissez mieux la route. Donc vous approchez donc du château Prague. Vous êtes dans la partie haute de la ville, sur le côté gauche de Prague, là où il y a les nobles, les aristocrates, les riches marchands et le palais du roi. Vous vous présentez donc à l'entrée principale. Les gardes le reconnaissent et le laissent passer et te fixent relativement de façon un peu plus intense. Donc ce sont des gardes royaux, ils ont un liseré d'or, mais ne t'arrête pas puisque tu es habillé en croisé. Ouais. Ils se doutent bien que tu es avec le chambellan des Saprovitch. Et au lieu de prendre la direction de la cour du palais, ils bifurquent sur la gauche, longe les remparts et vous arrivez à un endroit à l'abri d'une haie d'arbres où il y a quelques torchères qui brûlent, une série d'alcôves. Il y a 2 calèches d'arrêtés, des chevaux attachés à un arbre. Tu vois des cochers qui sont en train de parler entre eux, ils sont réunis autour d'un petit brasero. Ils lèvent juste un regard vers vous, sans plus. Tu peux distinguer que dans l'une des entrées d'une alcôve, il y a 2 hommes d'armes, hallebardes, côte de maille, un blason noir sur leur poitrine. Vous attachez vos chevaux. Sergueï se penche un peu vers toi. À partir d'ici, les mortels ne sont plus admis. Seuls quelques ghouls ont la chance de fouler l'entrée de l'Elyséeum des fondations. Cette alcôve est l'une des entrées. C'est l'entrée principale de l'Elyséeum. Nous allons donc y descendre. Vous vous engagez donc dans cette alcôve. Les gardes posent juste un petit regard sur vous, sans plus. Vous descendez une volée de marche. Vous vous retrouvez dans une grande galerie, donc souterraine, mais de façon architecturale, c'est pas du tout comme on pourrait l'imaginer à l'intérieur des remparts. C'est pas brut, c'est taillé, ciselé, richement décoré, éclairé en hauteur par des torches et des lustres.
ce qui plonge les alcôves au niveau du sol dans le noir. Et tout au bout de cette grande salle, cette grande galerie, tu peux y voir donc un attroupement tout au fond. Tu as repéré en descendant les marches qu'il y a également des hommes d'armes qui sont dans les ombres, doivent certainement s'occuper de la sécurité, ils ne font pas de bruit, mais tu les as repérés. Tu remarques que Sergueï se redresse un petit peu plus, il met un peu plus les épaules larges, il redresse un petit peu plus le menton, il réajuste un peu ses vêtements. Allons-y. Je le suis, je me comporte un peu comme si je rencontrais le roi ou un grand seigneur, quoi. Fièrement, droit, dressé, le regard droit. Plus tu t'avances, plus tu distingues les silhouettes qui sont au fond. Sergueï ne démérite pas, hein, vous marchez presque côte à côte. Tu vois donc plusieurs silhouettes qui se retournent à votre arrivée, différentes personnes. Ce ne sont que des hommes déjà, il n'y a pas de femmes. Assez rapidement, tu remarques qui dégagent une certaine prestance, une certaine présence surnaturelle, bien évidemment. Tu as l'impression que ce sont des gens importants au fond de toi-même. Je le ressens. Tu ressens leur pouvoir. Déjà, celle qui est la plus imposante, en avançant, Sergueï te chuchote, il te fait les présentations de loin, en fin de compte. Oui, voilà. Le plus grand d'entre eux est celui à la chevelure de feu et à la grande épée et au blason de soleil. C'est Argus, le chef des armées du prince. Il ne comprend que la violence. À ses côtés, en armure, le fléau du prince, sa main armée, son tueur personnel. Il est en charge d'éliminer les nuisibles. Il est stupide. Je ne dis rien, je le laisse parler. Celui en toge et à l'allure... presque cléricale. Presque cléricale, oui. Il s'agit de Christian de Chartres, le chambellan du prince. Ah, c'est donc lui. Et du coin de l'œil, tu remarques à côté du trône, ces trois-là sont devant le trône, hein, ils cachent la vue du trône, mais il y a une silhouette à côté du trône, debout. Tu remarques assez rapidement un jeune homme en armure, casque, avec le tabard décroisé sur lui. Ah. Je suis pas le seul. Ouais, le petit dernier enfant du prince, Vincent Treinberg. Et tu le connais, tu le reconnais. Tu as déjà vu Vincent Treinberg. Tu as combattu à ses côtés avec Richard Cœur de Lion. Lors de la croisade. Tout à fait. Tu sais qu'il a été mortellement blessé. Il a bien repris. Et il a été rapatrié. Il a bien repris. Oui, il a le teint pâle. Et lui aussi semble te reconnaître. Mais on se jette pas dans les bras l'un de l'autre. Voilà, il te regarde, il a eu les yeux qui s'écarquillent un peu. Il a entrouvert la bouche, mais il s'est contenu, il a baissé la tête. Ah, là le plus grand, Argus, avec sa voix de stentor. Ah, le chambellan de Saprovitch, Sergueï Romanov. Alors, qui ramènes-tu dans l'Elyséeum des fondations? Sergueï Saprovitch s'arrête, s'incline. Je fais de même. Maître de guerre, fléau, mon seigneur chambellan, je vous présente le nouveau-né du clan Gangrel, l'enfant d'Éric. Au nom de Éric, il y en a un qui a un rictus, l'autre une forme de dégoût. Le chambellan écarquille les yeux et fait un petit sourire en coin. Le chambellan fait, en se tenant le menton, encore un nouvel enfant Gangrel. Et il s'écarte légèrement sur le côté. Tous s'écartent pour dévoiler le trône où siège, tu n'en as aucun doute, c'est le prince. Ouais, ça sent son aura. Il a une aura effectivement assez écrasante. C'en est presque effrayant. Du fait que même s'il est assis, tu as l'impression, même si c'est pas le cas, qu'il dépasse tout le monde. C'est un géant.
même si physiquement ça ne l'est pas, hein, mais il écrase tout le monde de sa propre présence. Vêtu d'une armure dorée, finement gravée et ornée, d'une cape en fourrure, il pose ses mains sur les accoudoirs, écarte sa silhouette, redresse légèrement la tête. Il te désigne du doigt. On dirait que sa main est gigantesque. Présente-toi, croisé. Sa voix résonne et semble te transpercer. J'ai un peu peur, j'ai peur de dire quelque chose qu'il ne faut pas, de faire une bêtise, donc pendant une seconde, je reprends mon souffle que je n'ai plus, et je m'exprime. Prince, je suis Klaus Wiesenheim, comme l'a dit le chambellan, le nouveau-né d'Eric, et je viens présenter mes hommages à votre seigneurie. Tu peux remarquer que le chambellan, le fléau, le maître de guerre sont en train de parler et de susurrer à voix basse, en jetant des regards vers toi. Le prince fait « Silence !» Ils se taisent. Relevez-vous. Sergueï se relève. Oui, j'obéis sans demander mon reste. Klaus Wiesenheim. Il fait un regard vers le jeune croisé qui est à ses côtés, qui a toujours la tête baissée. On m'a raconté tes exploits en Terre Sainte. Les rumeurs disent que tu as même été anobli par Richard Cœur de Lion. Est-ce vrai? Oui, c'est le cas. En as-tu la preuve? Je sors la lettre et je l'attends à son chambellan. Bien vu. Le chambellan s'approche de toi, prend l'enveloppe. En baissant la tête, en lui donnant. Il se met à côté du prince, la déplie de façon très solennelle. Il regarde le prince le regarde, il incline la tête, il la replie et te la rend. Si Richard Cœur de Lion t'a anobli, c'est certainement pour une bonne raison. J'ai effectivement parlé de tes hauts faits d'armes. Ils ont résonné jusqu'à mes oreilles. Jusqu'ici, laisse-moi t'annoncer un grand malheur. Celui qui a reconnu en toi les vertus chevaleresques a trépassé. Richard Cœur de Lion est mort. Dans quelles circonstances? Les historiens raconteront ce qu'ils voudront, car il a rejoint le monde des ténèbres. Une personne aussi importante que lui se devait d'embrasser la nuit éternelle. Il a rejoint les rangs du clan Ventru. Et son statut est d'importance. Je me dois donc d'accueillir à ma cour un ami de Richard Cœur de Lion, comme il se doit. Sois le bienvenu à ma cour, Klaus Wiesenheim. Sur ce, il se lève, approche. Et là, les autres se regardent, mais ils ne disent rien. Et il écarte les bras. Je m'approche de lui, je sais pas, peut-être entre 1 et 2 longueurs de bras, quoi. Il fait 1 pas, 2 pas, pose les mains sur tes épaules. Vous faites la même taille, mais tu as vraiment l'impression que c'est un géant. Tu as l'impression que ses mains couvrent tout ton dos, alors que c'est pas le cas. Et il te fait une accolade. Et tu entends un qui vient de derrière le prince. Et il y en a 1 ou 2 qui ont les yeux écarquillés. Il te fait un sourire, un peu glacial, mais un sourire quand même. Se retourne et reprend sa place sur le trône. Je suis resté un peu stupéfait, un peu sur place, un peu hébété. Je m'attendais un peu à tout, mais pas à ça. Et lorsqu'il se rassoit, je reprends mes esprits, même s'il a dû s'en apercevoir, je pense. Le chambellan, Christian de Chartres, est un peu décontenancé, tu le vois très bien. Il regarde le prince, fait un pas en avant,
réajuste un peu son bras et reprend une posture digne. J'ai ouï dire que la famille Isenheim a eu des problèmes. Pouvez-vous nous en dire plus? Il est bien vrai, chambellan. En revenant de Terre Sainte, j'ai vu mon village et ainsi donc ma maison en proie aux flammes avec ce que je pense être des brigands ou des bandits de grand chemin. Oh mon Dieu, les Ravnos. Oui, ce sont certainement les Ravnos. Oh, racaille, voleur de poules. Ah, ça commence à piailler dans les coins. Et en voulant défendre ma famille, je suis tombé sur une... Je ne sais même pas si je peux appeler ça un humain, une créature qui m'a mis à terre en un seul coup. Et je me suis réveillé quelques jours plus tard auprès d'Eric. À l'annonce de... C'est Eric qui t'a sauvé. Tu vois que le prince fait une grimace. Des brigands auraient mis feu, sang et larmes sur vos terres. Eric vous a donc sauvé. Ma foi, c'est la moindre des choses. Si le protecteur des alentours de Prague n'a pas pu arrêter des brigands et s'en prendre à mes gens, la faute retombera sur lui. Chambellan Saprovitch. Sergueï redresse un peu la tête. Vous ferez en sorte que je convoque l'intégralité du clan Gangrel à la cour de sang. Si Eric ne se présente pas ici, devant moi, en présentant ses excuses plates et entières, le clan Gangrel en paiera le prix. J'en ferai part, mon prince. Il incline un peu plus la tête et se recule. Le prince a l'air de réfléchir. Je ne peux vous laisser sans logis. Avez-vous une demande? Parlez, vous serez exaucé, Klaus Wiesenheim, pour dédommager vos pertes. Tu entends les murmures parmi le chambellan, le maître de guerre, qui disent un peu à voix basse, mais tu les entends tout de même, le prince qui donne une faveur ainsi, aussi rapidement. Qu'est-ce que ça cache? Mon prince, avant, je pense savoir ma faveur. Existe-t-il une bibliothèque qui retrace les histoires et l'histoire avec un grand H des vampires depuis leur début? Là, tu sens que tous les ventrus qui sont présents redressent la tête. Ils te fixent. Est-ce là ta faveur? Si une telle bibliothèque existe, je voudrais y avoir accès. Sous surveillance, si vous voulez, mais y avoir un accès quand bon me semble. Qui t'a mis ces idées dans la tête? J'aime savoir quel était mon passé. Le passé de mes ancêtres. Il y a différents moyens d'apporter des réponses à tes questions, mais la plus simple et la plus dangereuse. À l'université de Prague, tu trouveras tes réponses. Mais attention, prends garde. N'écoute pas les gens qui s'y trouvent. Fie-toi à ce que tu vas lire ou ce que tu pourras trouver. L'université de Prague est en proie à des bâtards, des gens de peu de foi et inconvenants. Petit rire de la part du chambellan. Ainsi donc, tu ne désires rien d'autre pour laver l'affront de ta perte, de ta famille, de tes terres? Si, bien sûr, je désire par-dessus tout que la vérité et la lumière soient faites sur la mort de mes proches. J'en prends bonne note. Et s'il s'avère qu'effectivement le clan Ravnos est responsable de tes pertes, ils en paieront le prix. La colère du prince et une chasse de sang sur eux. La mort ultime
pour ceux qui s'en prennent à mes amis. Et si fait, chambellan, mon prince, je décide tout de même d'offrir cette petite demeure vacante. Mon prince? Oui, je lui cède. Ainsi donc, que cela soit écrit et accompli. Je cède mes terres de Faucon Gris à Klaus Wiesenheim. Il en disposera comme bon lui semble. Le chambellan fait mine de... Bien, mon prince. Petit rire du maître de guerre, le grand costaud. Le prince reprend en se levant, doucement. Bien, j'ai affaire. Que ma volonté soit faite et que tous se souviennent que les alliés du prince sont récompensés. Il fait le volte-face, disparaît dans une alcôve, suivi par le jeune croisé qui a un petit regard vers toi. Sergueï s'incline. Je fais de même. Le chambellan se rapproche de toi, assez proche pour pas parler trop fort. Je ferai en sorte que vous puissiez emménager le plus rapidement possible à Faucon Gris. Je pense que votre ami Sergueï pourra vous indiquer le chemin. Si vous me cherchez ou que vous avez des messages à me transmettre, transmettez-les au chambellan. Il me les fera parvenir. Alors, s'il pouvait déglutir, il déglutirait. Tu vois sa glotte qui bouge, comme s'il avait du mal à avaler ce que tu venais de dire. Bien sûr. Et tu vois Sergueï donc qui fait quelques pas en arrière. Tu distingues un petit sourire en coin. Et il te fait signe discrètement de le suivre en fin de compte. Je fais des salutations au chambellan et je retourne voir mon chambellan. Cette phrase ne voulait strictement rien dire. Alors donc en fin de compte... Il y a beaucoup trop de chambellans dans cette histoire. Ah, il y a petit chambellan, grand chambellan. T'en mets pas d'autres. Ça va devenir compliqué. Il n'y en a pas d'autres. Ah bah si je pouvais mourir, je pense que je le ferais là. La suite de la nuit, de cette nuit douce, on retrouve Sergueï Romanov et Klaus en train donc de s'éloigner du château Prague. Et tu le vois sourire. Sergueï, qu'est-ce qui vous fait sourire comme cela? Vous avez été intronisé à la cour de sang et vous en ressortez grandi. C'est la première fois que je vois ça. Le prince a plutôt tendance à écraser les visiteurs. Ne soyez pas dupes, bien évidemment. Je pense que vous êtes suffisamment intelligent pour vous douter qu'il y a anguille sous roche. Oui, je me doute bien qu'il ne fait pas ça parce qu'il aime ma frimousse. Effectivement, il veut peut-être s'attirer les bonnes grâces de Richard Cœur de Lion, mais Richard Cœur de Lion est très loin, mais il a beaucoup de pouvoir. Ce n'est pas impossible. Maintenant, c'est aussi pour la rumeur. Il tend la main au clan Gangrel en offrant une propriété à un nouvel enfant Gangrel. Et de l'autre, il manie le bâton. Il doit savoir que les Ravnos et les Gangrel se sont alliés. D'ailleurs, Milena a dû vous en parler. J'ai un message à faire parvenir au Nosferatu. Effectivement, il faudra rentrer en contact avec eux. Le plus simple étant d'aller au manoir Aurak. C'est le plus simple à trouver. Mais bon, la nuit est déjà bien avancée et je ne devrais pas profiter de leur hospitalité durant la journée. Je pense que j'irai
la nuit prochaine. Vous vous engagez sur le pont Judith. Le pont Judith, c'est un grand pont en bois qui sépare la haute ville de la vieille ville. C'est un pont donc qui traverse Le fleuve de Prague. le fleuve de Prague et la Vltava. Et bien sûr, c'est un accès qui est gardé, mais vous avez le droit de passage grâce notamment à Sergueï et puis toi qui es croisé. D'ailleurs, les gardes de la cité sont tous des croisés, des chevaliers de Saint-Jean. On a croisé durant la croisade. Et la traversée de ce pont, ça fait 2 fois. Enfin, à l'aller une fois, et là, maintenant, c'est le retour. Tu as une étrange sensation. Tu as l'impression d'être observé. Alors que vous êtes que 2 à vous engager sur le pont. Au loin, puisque je vois les remparts derrière nous, le rempart du château. Ouais. Est-ce que ce serait peut-être les corbeaux qui nous fixeraient, les corbeaux d'Eric, peut-être, comme lorsque je suis arrivé au château Sabrovitch? Tu vois aucun animal qui s'envole. Aucun animal en vue. Cette sensation étrange, comme si tu avais l'intuition que c'était une embuscade. Mais rien ne se passe. Mais tu es mal à l'aise. Et Sergueï, je le vois sur son visage aussi, il a l'air de penser à qu'est-ce qu'il va faire, ou il a l'air d'être un peu mal à l'aise aussi? Il a l'air renfrogné, il est plongé dans le mutisme. Il a les sourcils froncés. Moi, il le sent aussi, quoi. Moi, je me maintiens alerte, du coup. Tu vois qu'il se retourne, qui se redresse. Lui aussi, il a de l'inconfort. Vous avez donc traversé le pont Judith. Vous vous retrouvez donc dans la vieille ville. Le Sergueï t'annonce je n'aime pas trop traîner en ville. Je compte revenir au château Saprovitch. Est-ce que vous voulez m'accompagner ou est-ce que vous voulez vous attarder ici? Je vais aller à l'université de Prague. On m'a dit que dans ces sous-sols, il y avait des livres qui pourraient m'intéresser. Je pourrais peut-être pas en lire, mais au moins me présenter aux gens. Bien, prenez garde. Même si je me doute que vous ne craignez pas grand-chose. Ça dépend combien d'ennemis il y a. On n'est jamais assez trop prudent. Bonne soirée. Bonne soirée à vous, Chambly. Il te laisse devant. Vos chemins se séparent alors que vous êtes donc face à l'université. Donc tu vois sa grande façade, les lumières extérieures sont éteintes parce qu'il n'y a pas raison que ce soit allumé. Bien sûr. Je vais voir la grande porte et voir si elle est ouverte. Enfin, s'il y a des gardes. Non, il n'y a pas de garde à l'université. T'attaches tes chevaux sur les côtés. Non loin de là, il y a effectivement tu vois une petite patrouille de 2 gardes de Saint-Jean. Oui, voilà, qui patrouillent. Donc, j'ai 2 humains qui font leur patrouille. Tout à fait. Je prête pas plus attention que ça. Et donc, tu vas entre les colonnades, grande double porte en bois, renforcée de cuivre, de bronze, ornée. Ça doit rendre beau toujours, dommage. Donc il n'y a pas de système de cloche ou de. Ah, il n'y a pas le petit ding-ding là à l'accueil, tu sais, où t'appuies dessus. Non. C'est juste des grandes poignées de porte qu'on tire, quoi. Et donc, arrivé à l'intérieur, tu arrives dans un grand hall où il y a des petites lanternes à bougies, donc recouvertes de verre. C'est assez cubique. Qui sont accrochés le long des murs et posés sur certaines tables. Des petites flammes assez faibles pour éviter tout danger. C'est quand même une bibliothèque. Ce serait vraiment dommage que ça brûle. Et tu peux distinguer justement au centre
un grand bureau, un vieil homme qui redresse la tête. Un homme qui n'a pas énormément de cheveux, habillé d'une robe ample, brune et très simple, avec juste un petit colifichet au niveau du col, en redressant la tête vers toi. Tu l'entends qui ferme un gros bouquin. Stock. Qui va là? Bonsoir, Ah, ce n'est que moi. l'université est fermée. Et revenez demain matin à l'aube. Elle sera ouverte. Tu l'entends tousser, une toux un peu grasse. Je le vois, il a le teint, un bon teint, je veux dire. Ouais, il a quelques petites couleurs, ouais. Ouais. Puis, je pense pas qu'un vampire puisse avoir une toux de toute façon. Je pensais pas tomber sur un humain à ce temps-là, tant pis. Je reviendrai plus tard. Ah, excusez-moi. Vous J'ai vu cherchez que la quelque porte chose? était... Non, rien, je Il rentre de... a pris une petite bougie lanterne. Il s'approche, il la lève un peu et il voit ton blason. Hein. Vous cherchez un malandrin qui est en fuite? Non, non, rien de... je viens de rentrer des croisades et je passais dans le coin tout simplement. Je ne voulais pas déranger, je ne pensais pas qu'il y avait encore des gens à cette heure-là. D'ailleurs, c'est pour ça que ça m'a surpris de voir la porte ouverte. Je pense, et je regardais, quoi. S'il n'y avait pas de souci. Je suis seul et ici tout va bien. Tout va bien, monsieur? Et à ce moment-là, tu entends comme un livre qui tombe par terre. Monsieur, vous avez dit que vous étiez seul ici? Oh, c'est sûrement les rats. Vous savez, ils ont tendance à grignoter les livres et les parchemins. Non. Tu le sens nerveux. Monsieur, par mesure de sécurité, on ne sait jamais, comme vous dites, s'il y a peut-être des malandrins qui voudraient, parce que certains livres doivent valoir un peu de valeur. Quand on s'adresse à la bonne personne, je vais aller voir. Si c'est des rats, bah voilà, des rats. Au pire, je les ferai fuir. Donc je vais aller me diriger vers ce qui me semble être le bruit. Plus même si c'est un peu dans la pénombre, ça doit pas me poser de soucis de toute façon. Tu l'entends. Que Dieu vous garde. Merci. Tu fais le tour des rayons. Je garde la paume de ma main sur mon épée au cas où. Il y a beaucoup de rayonnage, hein, de livres, des livres qui sont couchés, pas sur la tranche. À cette époque-là, ils sont couchés. Plusieurs rouleaux de parchemin. Donc, c'est très faiblement éclairé. Hein. Il y aurait quelqu'un de caché entre des linéaires, tu les verrais pas. Hein. C'est trop sombre. Même pour moi. Ça dépend si tu actives tes yeux de bête, tu pourrais voir dans l'obscurité la plus totale. Ouais, mais si c'est juste un gamin, il va voir mes yeux rouges, il va se mettre à gueuler. Comment je vais expliquer ça au... Non, je ferai si jamais il y a vraiment personne. Tu fais vraiment tout le tour de la bibliothèque. Ça va me prendre peut-être facilement un quart d'heure. Et derrière un grand linéaire, tu vois une volée d'escaliers de pierre qui descendent. Et une faible lueur vers le bas. Je me dis que j'ai peut-être trouvé mon chemin. Je vais descendre. Tu descends. Tu descends genre... Tranquillement. Tranquillement, d'accord. Ouais, je me mets pas à courir comme un fou. Tu vois qu'en bas des marches, sur le palier en bas, où il y a de la lumière, donc qui virevolte, une faible lueur, bah, clairement quelqu'un de passer devant la lumière. Donc il y a quelqu'un en bas. Je vous ai vu. Pas la peine de vous cacher, je vous pas de mal. Il n'y a pas de réponse. Ah, je vais aller voir. Je vais pas rebousser chemin maintenant. Tu descends, tu arrives au palier inférieur et tu peux distinguer donc qu'il y a un second niveau inférieur avec des étagères en pierre taillées à même les murs,
des supports de bois avec plusieurs rouleaux de parchemin très anciens. Il y a des tablettes en argile. Ah oui. Il y a des pupitres avec des très vieux codex ouverts. Ouais, là, c'est assez ancien, hein, quand même, hein, là, quand même. Et tu peux voir qu'effectivement, au centre de cette pièce, dos à toi, face à un pupitre et un livre ouvert, une dame qui a les cheveux sombres, robe assez bouffante, robe de tissu quelconque, ni riche ni pauvre, c'est pas rapiécé, c'est propre. Elle a une taille tout à fait normale. Donc des cheveux qui lui tombent sur les épaules. Même de dos, tu peux voir tout de même elle a un foulard autour du cou, un foulard assez épais. Donc, ouais, j'aurais du mal à voir son teint, quoi. Mais vu que tu es descendu calmement, mais n'empêche qu'il y a quand même quelques tintements de ton armure et de ton épée, de ton fourreau, etc. Vu le calme olympien qu'il y a ici, elle t'a certainement entendu ou elle est sourde. Bonsoir. Tu la vois tourner une page. Bonsoir, une voix féminine, mais Assuré. assurée, oui. Que venez-vous faire à l'université si tard ? J'étais en route et j'ai vu l'université, la porte était ouverte, ça m'a intrigué. Et j'ai croisé un vieil homme un peu malade en haut. J'ai entendu un bruit, ça m'a intrigué. Et j'ai trouvé les marches en pierre, je suis descendu et voilà. Vous êtes bien curieux. Mais mes parents me le disaient souvent quand j'étais jeune. Ah. Effectivement, le doyen est un peu malade ces derniers temps. Elle se retourne calmement. Tu peux voir qu'elle porte son foulard sur sa bouche. Elle dissimule la moitié de son visage en fin de compte. Il y a une dizaine de mètres qui vous séparent avec des livres et autres. Et elle plisse les yeux. Vous ne faites pas partie de la garde ? Non. Effectivement. Elle joint les mains vers le bas. Elle te regarde des pieds à la tête. C'est la première fois que nous nous voyons. Je suis parti il y a quelques années en croisade. Je suis rentré il y a peu. Quelqu'un vous envoie ici ? Non, je suis venu de moi-même. Un croisé qui rentre, qui pénètre dans les sous-bassements de l'université de Prague n'est pas chose commune. Je ne suis pas commun. En effet, elle fait le tour du tas de livres et des rayonnages, s'approche très lentement. Plus elle s'approche, plus tu sens que sa présence te perturbe. Elle t'effraie pas, elle t'attire pas non plus, même si le haut de son visage est très beau. Elle a vraiment de très jolis yeux, de très beaux traits. Elle a une arête de nez fin, des sourcils magnifiques, une chevelure soyeuse. C'est une belle femme, elle a de belles courbes, elle est gracieuse quand elle se déplace. Vous venez d'arriver, à qui ai-je l'honneur ? Klaus Wesenheim. J'ai entendu dire que le domaine de l'échevin a été rasé. Oui. Je suis arrivé quelques temps après cet événement. C'est un bien grand malheur qui vous touche. Vous m'envoyez désolé. Merci. J'espère que les autorités vont pouvoir arrêter les coupables, parce que je ne pense pas qu'une personne ait fait ça toute seule. Elle tourne la tête et elle fait quelques pas devant toi. Si vous attendez la moindre aide des autorités compétentes, vous risquez d'attendre très très longtemps. Et je ne pense pas que le prince lève le petit doigt pour laver cet affront et ces meurtres. Ni le roi d'ailleurs. Je manque à tous mes devoirs, je me présente.
On m'appelle Ekaterina, la sage, et elle incline la tête. Je suis la représentante du clan Bruja. Vous vous présentez comme ça à tous les gens qui descendent ici le soir? Seulement à ceux qui sont de notre famille. Je vous ai observé, vous ne respirez pas. Votre teint est livide et vous sentez le sang. Ouais, une personne m'a dit de parfois me concentrer, mais j'avoue que je manque d'entraînement. Il serait bon effectivement de vous entraîner. Je sais aussi que les chevaliers de Saint-Jean marchent toujours par deux, et vous êtes seul. Je vous l'ai dit, je suis peu commun. En effet. Et par contre, ne pas compter sur le prince pour dévoiler la vérité sur la mort de mes proches. Si cela est arrivé aux mauvaises oreilles, vous pourriez avoir des problèmes. Je suis en désaccord sur bien des points avec le prince. Je pense qu'il est égoïste et pompeux. Mais vous apprendrez certainement à le connaître au fil du temps. Voilà un bien joli tableau. Vous trouvez? Ceci est un sarcasme. Ah. Vous êtes donc doué d'un esprit fin. C'est assez rare pour un homme d'armes. J'ai eu une éducation pour lire la Bible, pour lire les textes envoyés par mes supérieurs. Oh, un homme d'armes érudit, il me plaît bien. Une voix assez forte qui vient du fond de la pièce. Et elle se tourne vers le coin de la pièce. Et tu entends des lourds pas qui résonnent sur le sol. Tu entends le tintement caractéristique d'une armure. Et tu vois une sorte de grand homme qui apparaît à tes yeux. Il a une grande démarche, comme si rien ne pouvait l'arrêter. Il est grand, large d'épaules, une armure sans âge. C'est une armure romaine, techniquement. T'en as déjà vu en représentation ou certains très vieux soldats qui en avaient et qui l'avaient hérité de son père, qui avait hérité de son père, ce genre de choses. Il est effectivement borgne. Il est chauve. Il a la mine dure. En estimant qu'il serait toujours humain, je lui donnerais quel âge à peu près? D'apparence, il a une quarantaine d'années. Ah oui. Et tu vois d'ailleurs un glaive romain sur le côté, dans son fourreau. Avec quelques tenues un petit peu disparates. Il n'est pas habillé en centurion non plus, mais... Une petite de briques et de broc. Voilà, il y a des éléments d'armure de centurion sur lui, mais pas que, quoi. Le tout est recouvert avec une grande cape. Et il s'avance, et il a un sourire assez dur, et il se positionne à côté de Ekaterina. Tu ne me présentes pas, Ekaterina? Si, bien sûr. Je vous présente notre ancien Cosmas. Et il te tend une main grande, ferme, avec des gros doigts bien rugueux. Bah, je lui la rends. Je lui rends l'appareil, comme on dit. Donc, il te fait une poignée de main de façon guerrière. Il te prend l'avant-bras. Il a une très grosse poigne. Il te broie pas les os, mais quelque part, tu penses qu'il en serait capable. Ouais, je vois les marques, quoi. Je serais humain, il m'aurait brisé le bras, quoi. Un fier à bras qui s'intéresse à l'histoire. Ce n'est pas un mauvais bougre. Peut-être. Dites-nous en plus sur vous. Oui, excusez-moi, c'est moi qui manquais à mes devoirs, donc, comme vous l'a dit... Ekaterina, pardon. Je me représente Clovisheim, ancien fils de l'échevin, et maintenant le jeune enfant de Eric, du clan Gangrel. Ah, le Cosmas est ragardi. Ah, des nouvelles d'Eric? Comment se porte-t-il?
Ouais. Je l'ai vu la semaine passée. Il semblait aller bien. Il, euh, il dort dans la forêt avec ses corbeaux et ses loups. Il y a pourtant des, des troubles au sein de la forêt, des, des rumeurs qui circulent, notamment sur l'attaque de votre village, mais pas que. Il semble que les loups-garous, les meutes de loups et de lupins sont particulièrement agités ces derniers temps. Voyons, certaines personnes m'ont dit cela. J'avoue, étant né il y a seulement quelques quelques nuits de cela, j'ai encore un peu de mal à intégrer toutes ces nouvelles, les lupins qui se réveillent, ma nouvelle condition, les interactions entre l'attaque de mon foyer. Il serait sage de faire lumière sur les agissements de ces monstres. Ah, Katerina, n'accablez pas notre nouveau visiteur. C'est un gangrel. Et peut-être un futur érudit. Il a, de ce fait, de grandes qualités. Oui, peut-être. Je demande peut-être un peu trop à un nouveau-né gangrel. Est-ce que vous aviez quelqu'un à la cour du prince cette nuit? Il y a bien un Stein qui est à la cour de sang. Mais nous n'entretenons pas de bonnes relations avec lui. Ce serait un peu long à raconter. J'ai encore un peu de route à faire avant de retrouver ma chambre pour être à l'abri du soleil. Mais si jamais vous avez d'autres questions, il pourra, votre contact à la cour pourra répondre à vos questions. Cosmas dit Ah, il n'est pas fiable. Ce Stein est un sot et une personne stupide. Katerina dit effectivement, nous avons quelques dissensions au sein de notre clan. Stein a décidé de briser sa parole et les liens qui l'unissent au clan Bruja. Pour nous, c'est un renégat. Mais si d'aventure nous voudrions vous contacter, nous pourrions éventuellement contacter Milena sur le domaine Saprovitch. C'est bien cela, oui. Et avant que je ne parte, vous êtes ouvert tous les soirs, je suppose? Ah, il prend l'université comme une auberge. Décidément, nous allons bien nous entendre. Vous me Non, bien plaisez sûr, bien. Oui, vous pouvez venir quand vous voulez. Il n'y a pas de problème. Pour venir discuter, rigoler. Et je vous raconterai quelques histoires de l'époque de Carthage. vous êtes, comme diraient les humains, un vieux de la vieille, n'est-ce pas? Katerina, elle fait des gros yeux. Et tu entends Cosmas se bidonner. Son gros rire remplit la pièce. Il parle vrai. Il te donne une tape dans le dos, un peu trop forte. Mais, Oula. mais ça le fait bien rire. Il y a vraiment très peu de personnes qui ont osé s'adresser à moi de la sorte. Là, pendant un court instant, c'est comme si ces paroles sonnaient comme une menace, Je me dis, mais, merde. mais ça s'évanouit assez rapidement. Oui, très peu de personnes. Mais votre courage est assez admirable. Je dois le dire, oui. Ça me plaira bien de vous revoir pour discuter. Oui. Très bien. Sur ce fou rire, je vous laisse. Ils inclinent tous les deux de la tête. Tu remontes les marches d'escalier.
tu te diriges vers donc la sortie. Je recroise le doyen. Le doyen est en train de somnoler à son bureau. Moi, il a l'air. Il Je vais dort. je vais le laisser dormir. Il doit avoir l'habitude, je pense. Donc, je vais pas le déranger. Puis, s'il se passe des trucs étranges, il y a 2 vampires, dont un très ancien en bas. Je pense que il n'y a pas grand danger pour lui. Donc tu ressors. Étonnamment, la porte s'ouvre très facilement. Beaucoup plus facilement que quand tu es rentré. Et pour cause, il y a quelqu'un qui l'ouvre à ce moment-là, en fait. Ouais, d'accord, ça a dû aider, oui. Tu te retrouves face au jeune croisé que tu avais reconnu dans l'Elyséeum, Vincent Treinberg. Vincent, oui. Donc, c'est un jeune croisé d'origine germanique. Effectivement, vous avez combattu côte à côte. Vous avez partagé le même campement. Vous avez vécu comme compagnon d'armes pendant un mois entier, quoi, en fin de compte. Et il te regarde, il te sourit, il t'empoigne la main comme ça, quoi. Ouais, ok, je vois. Et il se pousse de l'entrée, puisqu'il y a une autre personne qui rentre en même temps. Un jeune homme. Oula. Le teint livide également. Il est l'un des nôtres, quoi. Et c'est aussi un croisé. Il a l'air... il a les sourcils un peu en oblique. Il a une chevelure mi-longue, plus propre que la tienne. Vous êtes tous les trois un peu taillés de la même façon. Des jeunes, bien bâtis, croisés. C'est vrai que Vincent est quand même a des traits fins. C'est le plus beau de vous trois. Le plus farouche étant toi. Le plus, on va dire, le plus intimidant étant le dernier qui rentre. Vous vous retrouvez tous les trois là. Il referme derrière lui. Vous êtes toujours dans le hall de l'université. Et Vincent te dit Romuald, je te présente un compagnon d'armes, Klaus Wiesenheim. Romuald. Et Romuald te jauge, te tend une main. Je la prends. Christophe Romuald, tu entends à la sonorité son accent, c'est un français. Je suis enchanté de vous connaître. De même. Et chacun vous regardez. Romuald dit c'est une drôle de situation, n'est-ce pas? Oui. Il y a quelques années de cela, j'aurais proposé d'aller boire un coup à la taverne, mais cela me semble un peu inapproprié maintenant. Vincent dit effectivement. Je vous ai connus tous les deux à des moments différents. C'est étrange de se retrouver dans la même ville et avoir été étreint récemment. Moi, qui ai été étreint par le clan Ventru, Romuald a été étreint par le clan Bruja, et apparemment, Klaus a été étreint par le clan Gangrel. C'est vrai que c'est étrange. Des croisés, des hommes qui ont juré sur la Bible et leur épée d'aller libérer la Terre Sainte qui se retrouvent dans nos conditions. C'est assez... Comment on dit cela déjà? Assez marrant, assez grotesque. Grotesque, oui, peut-être. Effectivement. La vie ou la mort a un drôle de sens de l'humour. En effet. Et il y a un moment de silence. Vincent prend la parole. Je pense que nous aurons l'opportunité de viser et de nous remémorer quelques souvenirs de bataille
Mais sachez que les amitiés d'hier, pour moi, sont toujours réelles et sont maintenues. Et Romuald dit les amis de mes amis sont mes amis. Merci. J'ai croisé vos proches, si j'ose dire. Peut-être votre sire. Ah, vous avez croisé Katerina. Ah, et Karina est votre sire. En effet. Et j'ai aussi croisé sûrement le chef de clan, vu sa manière. Ah, Cosmas. Oui, effectivement, Cosmas est assez atypique. Atypique, oui, c'est le mot. Je ne pensais pas... Mais bon, il y a tout. Il y a Eric, il y a le prince, il y a Cosmas, il y a un peu de tout. Sur ce, j'avais promis à Vincent de lui montrer quelques ouvrages. Nous vous laissons. Oui. Ravi de vous avoir rencontré. Je repasserai. Votre bibliothèque m'intéresse beaucoup. Mais bon, je dois rentrer au domaine Sabrovitch avant que le grand astre se lève. Sur ce, donc, tu quittes les lieux, tu reprends ton cheval, je fais attention en rentrant comme m'avait demandé de faire, comme tout le monde me l'a prodigué, un peu Milena, Sergueï. Tu t'approches donc des portes de la ville, qui sont closes, hein, bien sûr. À ton approche, les chevaliers de Saint-Jean qui t'ont vu venir une première fois et repartir, t'ouvrent la porte. À ce moment-là, tu vois un chevalier de Saint-Jean qui court, qui vient de l'extérieur et qui profite que les portes soient ouvertes. Et il arrive en courant. Oh là, mon brave. Se retourne, il a esquivé tes chevaux. Il a un petit regard vers toi, un petit regard vers les autres chevaliers de Saint-Jean. Il se retourne voir l'extérieur. Il s'arrête quelques secondes. Oh là, mon brave, qu'est-ce qui vous prend à courir comme ça? Qu'est-ce qui se passe? On dirait que vous élevez le diable aux fesses. Oui. Vous pourriez pas choisir meilleure expression. Il te salue et il s'éloigne. Il y a quelque chose qui te gêne. Il fait pas de bruit quand il se déplace. Et quand tu te retournes parce qu'il a fait le tour, et puis toi, faut que tu te retournes avec tes chevaux. Il a disparu dans une ruelle assez rapidement. Je demande aux soldats. Les soldats te regardent. Vous le connaissiez, cet homme? À qui vous parlez Ah, laissez tomber. Ça doit être la fatigue. Je viens de rentrer des croisades. Bonsoir, messieurs. Visiblement, ils n'ont pas vu la personne rentrer. Ouais, c'est pour ça que je... Tu t'engages donc sur le chemin qui mène au domaine Saprovitch. La nuit est calme. Le chemin de terre battue arrive à la croisée des chemins. Sur la gauche, la place des Fous. Sur la droite, le château Saprovitch. Et il y a une odeur bizarre en fin de compte quand tu es arrivé à la croisée des chemins. Il y a tes chevaux qui sont nerveux. Ah. T'as un peu de mal à les tenir. Là, ils sont un peu nerveux. Et tu sens une odeur de musc. Ouais. Là, ça sent fort, le fauve, quoi. Et tes chevaux sont nerveux. Là, je... Hilda, c'est vous pouvez vous montrer? Mes chevaux sont un peu paniqués, il me semble. Là, il y a... Tu vois, à l'orée de la forêt, une grosse silhouette, assez imposante. Eric. Qui pose un bras sur un tronc d'arbre et qui fait et t'as l'arbre qui et t'entends et là la silhouette se redresse. C'est une créature qui fait 3 mètres de haut. Ah, c'est toi.
Et c'est sur ce que la partie se termine.